Madame, Messieurs, bonjour. Le réseau routier camerounais, artère vitale de notre développement économique et social, est au cœur de nombreuses polémiques depuis quelque temps. Entre chantiers d'envergure à la traîne, des infrastructures construites, livrées et inaugurées, des critiques acerbes concernant l'état de certaines routes, les populations semblent insatisfaites. Ce constat couplé au discours du président de la République et aux controverses soulevées à tort ou à raison sur la gestion de certains projets nous impose de nous interroger sur l'efficacité de l'action ministérielle. Le ministère des Travaux publics qui pour l'exercice budgétaire 2025 a défendu et obtenu la plus grosse enveloppe budgétaire de 638,6 milliards de francs CFA. Quelle est la situation réelle de terrain? Quelles sont les mesures envisagées pour remédier aux défaillances constatées? Comment le ministère des Travaux publics compte-t-il restaurer la confiance des citoyens et de ses partenaires? Ces questions et bien d'autres, nous les poserons à notre invité déjà en studio avec nous. Michel Innocent Bem Gombe est directeur des investissements routiers au ministère des Travaux publics. Monsieur le directeur, bienvenue sur le plateau de la Rétro. Merci, bonsoir Arnaud pour l'accueil que vous m'avez réservé dans votre studio. Avant d'attaquer le plat de résistance de cette émission, la Rétro, je vous propose, en guise d'entrée, de revisiter les faits majeurs qui ont marqué l'actualité de cette semaine. C'est le round-up. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 21 au 22 juillet 2024 à Obala, dans la Liquié, région du centre. L'assassin présumé a pénétré dans la demeure de son ex-compagne, Dame de Kodem, et lui a sauvagement tranché la gorge, se servant d'une machette. Il a quasiment décapité sa copine. Il lui a ouvert la gorge. Le suspect est passé aux aveux, prétendant qu'il s'agissait d'un crime passionnel. Cependant, les faits suggèrent que son acte aurait été motivé par une toute autre raison. La victime aurait dénoncé ses vols répétés dans l'établissement scolaire où il travaillait en tant que vigile. Ils s'étaient séparés et il semblait qu'il avait l'habitude de chaparder des choses là-bas. Bon, la copine l'a trahi. Il semble que c'est cette colère-là. Elle l'a mise dehors parce qu'elle habitait chez elle. Après son forfait, il prend la fuite, mais la police l'a extirpé de son trou au village de Bolnkok, situé dans l'arrondissement de Dzendouang. C'est l'occasion pour moi ici de remercier d'abord les forces de maintien de l'ordre pour ce travail remarquable, mais également remercier nos populations tout en les rassurant de notre disponibilité afin d'assurer la protection des hommes et des biens. Un soulagement pour la famille de la victime, encore sous le choc de la perte tragique et brutale de leur être cher. Ce que j'ai passé, nous on a perdu. Et lui est encore vivante. On n'a pas le choix. On rend tout ça dans les domaines de gestion. Le présumé assassin est désormais entre les mains de la justice. 5 mois et 17 jours de captivité, 5 mois et 17 jours d'angoisse et de supplication. Lundi 17 mars, au soir, le sous-préfet d'Idabato, Roland Ewande, a enfin retrouvé la liberté. Un dénouement qui met fin à une épreuve éprouvante pour lui, sa famille et toute une nation. La joie est débordante. Monsieur Ewande est de retour et j'ai saisi cette opportunité pour dire à la nation camerounaise grandement merci. Mais en toute chose, Dieu devant.
Depuis son enlèvement par des pirates le 1er octobre dernier dans la péninsule de Bakassi, ses proches vivaient dans la peur, suspendus aux moindres nouvelles. Des images bouleversantes avaient circulé, le montrant ligoté, amaigri, appelant désespérément à l'aide. Mais ce cauchemar appartient désormais au passé. C'est sous haute sécurité qu'il a été conduit à Yaoundé. Première étape, la primature. Accueilli par le Premier ministre, il a ensuite été reçu par le ministre de l'administration territoriale. Des échanges, mais une certitude, l'État a suivi ce dossier avec attention. Après cette prise d'otage, j'ai reçu une correspondance du ministre d'État, SGPR, qui nous donnait les instructions formelles du chef de l'État, adressées au MINAD, au gouverneur, au préfet et à toute l'administration camerounaise de tout mettre en œuvre pour assurer la libération de monsieur le sous-préfet. Affaibli visiblement, marqué par ces longs mois de détention, Roland Ewane a ensuite regagné sa famille. Un moment d'émotion intense et de soulagement. Une famille enfin réunie. Après une épreuve dont elle se souviendra à jamais. La situation va de mal en pire à Yaoundé. Des décharges qui avancent à chaque coin de rue, des bacs à ordures qui débordent presque à tous les carrefours. C'est le cas de le dire, la capitale camerounaise est sale, et ce depuis des mois. Mais pourquoi les déchets résistent-ils autant? Les entreprises qui sont chargées d'enlever et de transporter les déchets vers les décharges publiques ne font pas ce travail. Bon, je ne peux pas savoir pourquoi. Je ne travaille pas à Isakam, je ne travaille pas à Tchiklof, je ne suis pas maire de la ville, donc je ne peux pas donner une raison, mais voilà, c'est à ce niveau qu'il y a un problème, qu'il y a un souci. À la mairie de la ville, le problème à l'origine du mal est bien connu. La non-existence du contrat pour des principaux opérateurs de collecte des déchets. Isakam, qui est le principal opérateur, dispose désormais d'un contrat. Mais le contrat dont dispose Isakam ne couvre pas toute la ville. Parce que dans la nouvelle donne, gestion des ordures ménagères, la ville de Yaoundé a été divisée en 4 secteurs correspondant à 4 lots. Isakam a été attributaire de 3 des 4 lots. Donc, le 4e lot a été déclaré infructueux. Ce 4e lot couvre les communes d'arrondissement de Yaoundé 3 et de Yaoundé 6. Yaoundé 6e est l'un des arrondissements où la situation atteint justement le seuil critique. La municipalité fait face à un autre problème qui freine son action, l'absence ou alors l'insuffisance des sites de transportement. Nous déposions les ordures derrière la SCDP ensemble, c'était le site de transportement, comme pensait qu'il pouvait nous servir, mais sauf que 2-3 jours après, nous avons reçu l'interdiction de ne plus déposer les ordures là-bas. Donc il faut partir de Yaoundé 6 pour Nkolfoulou. Tout ceci pose le problème de la répartition des rôles. Qui doit faire quoi pour la propreté à Yaoundé? Nous avons l'occasion de l'avoir d'aussi près, mais le passé reprend vie dans l'audace feutrée de cet espace d'exposition aménagé à l'esplanade de la tour de Mbala 2. Et ici, un vieux magnétoscope témoin d'une époque révolue. Là, une caméra ancienne, lourde et fière d'avoir traqué l'instant, fixant sur bande magnétique les prémices d'une télévision naissante au Cameroun. Les visiteurs avancent fascinés. Chaque objet est une relique. Chaque pièce raconte une révolution. En 1985, nous avions les caméras analogiques à tube. Vers les années 2000, nous rentrons dans les caméras à capteur, c'est-à-dire à CCD. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans les caméras à capteur CMOS. Les premiers régisseurs ont manié ces consoles au curseur capricieux, sculptant l'image avec la précision d'un orfèvre. Les micros d'antan, eux, ont saisi les voix des pionniers, porté les éclats de rire, les frissons du direct, les silences, parfois chargés d'émotions. Mais il fallait toujours plus de temps à l'œuvre technique. Pour s'installer avant pour une émission, on prenait même 2 ou 3 jours. Le temps a joué son rôle, façonnant l'outil, facilitant le travail, inscrivant le matériel dans la modernité. Aujourd'hui, caméra numérique, écran tortile, régie virtuelle, la technologie a bondi.
Explorons jusqu'aux plateformes numériques. Nous avons la possibilité non seulement de collecter sur le terrain, mais d'habiller sur place parce qu'on a des outils de montage, de calibrer et aussi de diffuser immédiatement sur nos plateformes. Mais l'âme reste, car derrière chaque machine, il y a un regard, une passion, une histoire, une génération passée qui inspire la nouvelle. Ils sont assis sur les fondations que nous on a faites, ils ont intérêt à tenir. Après ces 40 ans, que ceux qui prennent le relais également puissent continuer sur la même lancée. 40 ans d'histoire écrite en images et dont les pages continuent de tourner. Bienvenue à vous qui nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission. C'est la rétro qui fait focus cette semaine sur le ministère des Travaux publics. Alors, monsieur le directeur, le réseau routier, je le disais dans mon introduction, est l'artère vitale de notre développement socio-économique. Vous qui êtes au cœur des réalisations et qui assumez les éventuels échecs, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter le réseau routier camerounais aujourd'hui? Oui, disons que le réseau routier camerounais aujourd'hui est long de 121 873 km, répartis en 4 catégories. Les autoroutes, les routes nationales, et les routes régionales et les routes communales. En termes d'autoroutes, nous avons 109 km d'autoroutes au Cameroun. En termes de routes nationales, 9 387 km. En termes de routes régionales, 13 841 km. Et en termes de routes communales, 98 535 km. Voilà le réseau routier tel qu'il est reparti aujourd'hui. Et il faudrait dire que le décret de 2017 également a précisé le niveau de responsabilité. Le ministère des Travaux publics, en tout cas l'État du Cameroun, ou bien alors les concessionnaires ont la charge des autoroutes. L'État a la charge des routes nationales. Les routes régionales relèvent des conseils régionaux et les routes communales des communes. Alors quand vous regardez ce réseau aujourd'hui, à l'état qu'il est, vous vous dites c'est un état qui satisfait le Cameroun? Nous ne pouvons pas dire qu'il satisfait le Cameroun au regard des constats qui sont faits. Mais généralement, nous faisons, si vous allez sur les sites du ministère des Travaux publics, chaque année, nous sortons la situation de l'état même de ces réseaux. Il faut dire que cet état varie selon que nous sommes sur les routes nationales, ou que nous sommes sur les routes régionales ou bien sur les routes communales. D'une manière globale, lorsque vous prenez ce que nous disons état bon, c'est-à-dire c'est une route qui est totalement bien faite, qui ne présente aucune malfaçon, nous pouvons situer l'état bon au niveau de 15%. Alors que l'état moyen, qui est quand même un état qui permet qu'on circule, de rouler avec quelques crevasses, et cela se situe autour de 40%. Donc vous voyez que ça peut faire 55% qui permet quand même de circuler. Et nous avons aujourd'hui plus de 45% quand même en mauvais état. Vraiment, il faut dire que cet état est tiré par le bas par les routes communales, qui ne bénéficient pas suffisamment de ressources pour leur entretien. Il faut également dire qu'aujourd'hui au Cameroun, l'état du réseau est tributaire de quelques axes principaux et qui effectivement portent la croissance et le plus grand flux de trafic. Vous avez le triangle Yaoundé, Douala, Bafoussam, Yaoundé. Et vous connaissez bien l'état de Yaoundé-Douala et de Douala-Bafoussam. Vous avez... Il est dans quel état, dites-nous, vous qui êtes expert? Nous, on a le regard du profane sur la route. Je vous dis que ce n'est pas en bon état. Nous avons aujourd'hui Yaoundé-Bafoussam qui est en bon état. Yaoundé-Douala, il y a 5 mois, était dans un état très mauvais. Tout comme Douala-Bafoussam. Mais grâce aux actions qui sont menées sur ces 2 routes depuis le mois d'octobre 2024, nous pouvons dire aujourd'hui qu'ils sont dans un état moyen. Pourquoi? Parce que ce sont des routes qui ont atteint le seuil de l'entretien, qui nécessitent d'être reconstruites. Et dans cette perspective, les études ont été faites et on attend que le financement pour les reconstruire totalement. Mais on entend trop parler de financement, d'études et de tout ça. Michel Innocent Bem, je voulais comprendre ces dernières années parce que
les critiques sont tellement montées qu'on a l'impression que le ministère des Travaux publics n'a rien foutu ces dernières années. Je voudrais que vous nous situiez un peu sur les grandes réalisations que vous avez eu à faire ces dernières années dans le cadre de construction de routes ou d'aménagement. Lorsque vous prenez au cours de ces dernières années, de 2010 en 2015, nous avons fait plus de 3000 km de routes neuves. Hein? Plus de 3000. Je peux seulement vous situer à la fin de l'année 2024. Vous allez voir que nous avons construit 397 km de routes. Nouvellement, nous avons réhabilité. Est-ce que vous pouvez citer quelques-unes de ces routes? Vous avez par exemple, vous avez aujourd'hui le corridor, comment je peux l'appeler, la route Bachinga, Ntui, Yoko, Tibati. Vous savez qu'il y a une bonne section qui n'était pas achevée, qui au 31 décembre a été totalement achevée. Avec, ça fait 185 km. Parce que beaucoup, généralement, nous ne réalisons pas souvent ce qui se fait. Mais ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, vous pouvez partir de Bachinga jusqu'à Tibati. Ça fait plus de 450 km. C'est une route totalement bitumée. Vous pouvez prendre aujourd'hui le corridor San-Melima, Mbalam. C'est plus de 300 km. C'est totalement bitumé. Donc nous pouvons citer comme cela quelques objets d'art aussi, des ponts. Les ouvrages d'art aujourd'hui, vous avez le pont sur le Logon qui fait 600 mètres, qui est totalement achevé. Donc nous ne pouvons pas dire en 2024, nous avons fait 1120 mètres linéaires d'ouvrages d'art nouvellement construits. Alors malgré tout ça, vous parliez de 2024, c'est-à-dire l'année dernière, les prévisions budgétaires relevaient un peu plus de 508 milliards de francs. C'était dans l'ordre de 569 milliards au départ. Voilà. Avec le collectif budgétaire, nous sommes revenus à 535 milliards. À 535 milliards. Mais on a remarqué à la fin ou à l'évaluation que seulement 70% des objectifs ont été atteints, laissant un écart d'environ 200 km de routes non bitumées selon les prévisions qui avaient été faites. À quoi est dû cet écart? Ça, ce sont des contraintes qui sont dues à beaucoup de facteurs. Vous savez, un projet routier ne dépend pas toujours du seul ministère des Travaux publics. Vous avez plusieurs administrations qui interviennent. Vous avez la libération des emprises qui peuvent retarder l'exécution d'un projet. Vous avez le déplacement des réseaux qui peuvent retarder un projet. Et bien entendu, cela est connu de tous, vous avez souvent la disponibilité financière qui ne peut ne pas être là lorsqu'il le faut. Parce que lorsque nous disons qu'il y a les retards de paiement, vous savez que nous travaillons dans le cadre d'une saison bien déterminée. Les travaux publics, c'est lorsque la saison est optimale. Si vous ne faites rien dans cette période, même si l'argent arrive après, vous êtes sûr que vos objectifs ne peuvent pas être atteints. Donc il y a tous ces facteurs. Cela a ajouté de temps en temps à cela un peu aussi l'amateurisme de certaines entreprises qui ne sont pas toujours à la hauteur, ou bien sur la base qui sont attributaires de plusieurs marchés, sur la base des déclarations qui ne sont pas toujours exactes et ne parviennent pas à conduire tous les projets tels que cela a été fixé au départ. Alors vous parliez de la question de financement. Il y a le fonds routier qui est censé assurer le financement pérenne de l'entretien, par exemple, des routes, mais cela fait l'objet de critiques quant à son efficacité. Comment percevez-vous ce paradoxe? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'envisager une réforme pour asseoir l'efficacité du fonds routier, justement? Vous savez, le fonds routier est un outil qui a été mis en place en 1996. Nous sortions des années difficiles. Et le fonds routier a été mis en place. Cela a été la règle dans tous les pays d'Afrique. On a créé ce qu'on appelle le fonds d'entretien routier pour accompagner l'entretien. Nous avons vu l'efficacité de ce fonds, parce qu'il faut reconnaître, au début, dans les années 96 jusqu'en, je crois, 2010, tout allait très bien, le financement d'entretien routier. Mais nous avons eu la loi de l'UNESCO qui a consacré l'unité des caisses, qui est venue un peu plomber l'efficacité du fonds routier. Et nous avons, après les évaluations, effectivement, les hautes autorités du pays ont donné une orientation. Je crois que dans son adresse à la nation à la fin de l'année, le chef de l'État a annoncé le fonds routier comme étant la priorité, en termes de financement des infrastructures routières. Et je crois que ce nouveau fonds va appréhender toutes les difficultés pour pouvoir permettre que
désormais, le financement soit effectivement pérenne tel que vous le dites. Alors, le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, s'est mêlé ces derniers temps à des descentes sur le terrain avec vous. On l'a vu inspectant par exemple la boucle de la Lée, qui a un regard un peu plus accru de la haute sphère de l'État sur les infrastructures. Est-ce que vous interprétez cela un peu comme l'opinion, c'est-à-dire c'est une crise de confiance au niveau de l'État sur vos rapports de terrain, ou bien c'est plutôt la prise en main par la haute sphère de l'État, c'est-à-dire la présidente de la République, de la question ou des préoccupations concernant la route? Non, pas du tout. Il n'y a pas de crise. C'est un projet qui est mené depuis 2022 sous la houlette du ministère des Travaux publics. Et ce sont des projets qui font l'objet des engagements solennels du chef de l'État. Il est normal qu'à son niveau, un regard particulier y soit fait. Et je pense que c'est ça l'objet de la visite du ministre d'État. C'est normal que lorsque le président de la République a pris un engagement particulier pour un projet, qu'il soit suivi également avec d'autres instances, par d'autres instances qui sont tout autour de lui. Et nous, cette visite nous a beaucoup permis d'avancer, pas parce que nous ne pouvions pas seuls le faire, mais comme je vous l'ai dit, vous le faites souvent seul. Nous sommes avec d'autres partenaires qui n'ont pas toujours la réalité de nos calendriers. Vous allez voir au niveau de Colbison, où les gens, beaucoup de nos compatriotes pensaient qu'il n'y avait rien de fait dans la boucle, la Lée. Parce que lorsque effectivement vous êtes au PK0, à l'échangeur d'un Colbison, nos citoyens qui sont là-bas vivent encore le calvaire. Mais ce n'est pas du fait ce n'est pas de notre faute. C'est une zone également, il y a une forte concentration des réseaux des concessionnaires. Camtel, Camwater et Neo, qui ne se bousculaient pas à notre rythme. Je crois qu'avec la visite du ministre d'État, ces concessionnaires ont pris des engagements de déplacer leur réseau dans un délai de 2 mois. Et ça, je peux vous garantir qu'au terme de ce délai, vous allez voir beaucoup de changements à ce niveau-là. Je voudrais qu'on prenne un peu au hasard quelques projets phares du ministère des Travaux publics pour s'arrêter un temps soit peu et faire quelques commentaires évaluatifs. Prenons la route Maroua-Dibanda-Koussiri. Où en est-on? La route Maroua et Dabanga-Koussiri, vous pouvez également remonter l'histoire. Parce que généralement dans notre pays, nous oublions les faits. Certains aujourd'hui pensent que c'est un tronçon de route qui a été abandonné par le gouvernement, que non. Ce tronçon de route aurait été réhabilité il y a plus de 5 ans, plus de 10 ans achevé, s'il n'y avait pas eu l'insécurité. Il vous souvient des Chinois qui avaient été enlevés sur ce tronçon de route. Il a fallu du temps pour trouver avec nos partenaires quelle stratégie adopter pour continuer la construction de ces tronçons de route-là. Et nous sommes arrivés au terme de toutes les négociations. Et je puis vous rassurer qu'actuellement, des appels d'offres sont en cours. Le premier lot qui va... Mais on avait annoncé en grande pompe le financement de la Banque mondiale, mais il est là. La prise en main du projet par le génie militaire. Oui, mais ça n'a pas totalement été... ça n'a pas atteint les objectifs. Ça n'a pas atteint les objectifs. C'est pour dire que le gouvernement cherchait des solutions, on ne dormait pas. Ne dormait pas. Il fallait trouver des solutions pour pouvoir désenclaver cette section importante du corridor. Vous savez que c'est une section importante du corridor Douala-N'Djamena. Donc aujourd'hui, j'ai pu vous dire qu'avec les partenaires, nous avons pu trouver une voie de sortie, mais encore que là également, il faudra que nous soyons rassurés que la sécurité soit revenue. Parce que beaucoup d'entreprises ne se pressent pas d'aller soumissionner dans cette partie du territoire, bien qu'il y ait de l'argent. Même au niveau du ministère, où nous disposons de ressources pour faire un entretien, ce n'était pas facile. Parce que les entreprises ne peuvent pas prendre le risque d'y aller. C'est normal. Vous et moi, vous ne pouvez pas aller mettre votre vie à prix parce que vous voulez faire un travail routier. Il y a le tronçon Gaoundéré-Garoua qui fait partie des plus piteuses ou des routes des plus piteuses du pays actuellement. Oui, Ngaoundéré-Garoua, effectivement, est une route. Il faut toujours, j'ai dit ceci, je ne l'expliquerai jamais assez. Une route est construite pour une durée de vie. Et lorsque cette durée de vie est dépassée, l'entretien ne tient plus. Il faut la reconstruire. C'est le cas de Ngaoundéré-Garoua. Je crois que
Si vous remontez à la construction de cette route, ce n'est pas moins de 40 ans. Il a fallu du temps pour trouver des financements et le faire. Et aujourd'hui, vous avez suivi le ministre de l'économie a signé la convention hier avec notre partenaire principal, la BAT. Mais il faut dire que avant d'arriver à la signature de la convention, dans des négociations, pour montrer un peu aux gens à quel point ces chaînons aussi également tenaient le gouvernement à cœur, nous avons obtenu du partenaire une dérogation pour les acquisitions anticipées, c'est-à-dire attribuer les marchés avant la signature de la convention. Le ministre de l'économie l'a annoncé hier que les travaux devraient démarrer au mois d'avril. Je sais que beaucoup se posent des questions, comment cela pourra être possible. Ce sera possible parce que je peux vous dire que l'attribution des marchés au niveau national, est presque à la fin. Peut-être même qu'au moment où je vous parle, on a déjà la visibilité sur les potentiels attributaires. Une autre route, Ebolo-Vakomde-Kribi, une promesse qui date de 2011, commise agro-pastorale. Nous sommes en 2025. Et le chantier n'a même pas commencé. Ebolo-Vakomde-Kribi fait l'objet de difficultés avec les partenaires qui ont des exigences sur le plan environnemental. Vous savez, aujourd'hui, l'environnement est quelque chose qu'il faudra intégrer dans nos mœurs. Le marché avec une entreprise, un partenaire a été signé. Nous avons le marché des travaux, nous avons le marché de contrôle. Une première partie de la convention pour boucler les études environnementales a été signée. Nous attendons la deuxième qui va consacrer le démarrage effectif des travaux. Et ces partenaires sont tellement exigeants. Vous savez que c'est une route qui est à la lisière de la réserve de Campo Man. Donc les partenaires sont tellement exigeants qu'ils veulent s'assurer que ce travail ne va pas bouleverser l'écosystème de la zone. Mais chaque fois vous avez parlé des précédents projets du caractère obsolète de la route, c'est-à-dire l'entretien ne tient plus, il faut la reconstruire, la question de financement. Est-ce qu'il n'y a pas une coordination gouvernementale de sorte à faire des prévisions pour qu'avant qu'une route n'arrive à expiration, qu'on trouve les moyens pour la financer ou pour la reconstruire? Il y a bien une coordination, mais il faut savoir que nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas les seuls. Il y a de la conjoncture, des conjonctures qui sont au-delà des réalités. Il faut reconstruire. Tout cela fait l'objet des plans, cela fait l'objet des programmes. Nous savons bien qu'une route qui est mise en service au bout de 15 ans, il faut la réhabiliter. Mais il faut comprendre que le Cameroun vient de loin. Et en même temps, au moment où nous voulons faire un ensemble de choses, vous comprenez aussi tout ce que nous vivons dans notre environnement. Toutes ces crises ne sont pas là pour faciliter aussi les choses. Alors, la semaine dernière, le ministre des Travaux publics était sur la falaise de Tchang pour lancer finalement les travaux de réhabilitation. Après une relative longue attente, les populations s'étaient même lassées et se sont lancées eux-mêmes dans la construction archaïque d'une traversée. Est-ce que c'est cette honte-là qui vous a fait lancer finalement les travaux? Non, pas du tout. Le lancement des travaux, vous savez, dans notre domaine, il faut prendre du temps. Oui. Et je crois que j'étais à cette cérémonie, le maire de Tchang a dit quelque chose de très très bien. Il a fallu du temps. Il faut étudier. Nous ne pouvons pas sauter dans l'inconnu. Il a fallu observer, bien analyser avant de trouver la solution. Cela n'a pris que 4 mois, ça a même été très vite fait. Et je pense que ça, c'est la reconstruction d'abord de la zone qui a été coupée. Mais il y a un travail qui continue pour appréhender toute la falaise. Mais à l'urgence d'abord, il faut aller faire que la route puisse passer à cet endroit-là. Mais ça ne veut pas dire que ce que nous avons lancé, c'est pour toute la falaise. Ça, il faut être très précis là-dessus. C'est une zone de 317 mètres linéaires qui sera traitée pour permettre d'abord que la route passe. Mais des études continuent pour pouvoir traiter totalement cette falaise. Et éviter des tragédies. Et éviter à l'avenir des tragédies comme celles que nous avons connues. Alors, on le disait, le ministre des Travaux publics a procédé au cours d'une cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de cette falaise de Tchang-là. Je vous propose, en image, de revisiter un peu les temps forts de cette cérémonie-là qui s'est déroulée là-bas dans la Menoie à Tchang.
Le temps du lancement des travaux de reconstruction de la traversée de la falaise de Tchank a été donné ce samedi 15 mars 2025 par le ministre des Travaux publics. L'exécution de ce nouveau tracé va appréhender les progrès techniques et les innovations technologiques adaptées à la spécificité des sols de la zone d'influence du dit projet. Il est envisagé d'éclairer au terme de tout le processus. En présence des forces vives du département de la Ménois et de la région de l'Ouest, l'ouvrage leur a été présenté par le responsable de l'entreprise en charge. Long d'un linéaire de 367 mètres, les travaux ont un délai de 120 jours. En dehors de la falaise, plusieurs autres voies dites de contournement seront aménagées dans les arrondissements de Foucault et de Tchang. Une annonce bien accueillie par les élus locaux. Par ma modeste voix, la population de toute la commune de Foucault dit millions de fois merci au chef de l'État pour ce geste magnanime envers Foucault qu'il connaît très bien. Avec une année électorale en cours, si ces travaux ne sont pas engagés, qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, nous disons merci au président de la République et nous lui promettons le retour de l'ascenseur. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, s'est réjoui de la patience et de l'engouement des populations autour de ces travaux sur le réaménagement de la voie de la. Monsieur le directeur, on a dit 120 jours et la route passera. Est-ce qu'on peut croire aux propos du ministère des Travaux publics? Nous devons croire au regard du partenaire que nous avons eu à mobiliser. C'est une entreprise sérieuse qui respecte les délais qui lui sont assignés. Vous savez s'il y a une difficulté autre, nous communiquerons dessus. Parce que vous savez, un projet routier, je l'ai dit, peut connaître des évolutions. Peut connaître des évolutions. C'est pour ça que nous parlons toujours de délais prévisionnels, de budget prévisionnel. Mais les efforts sont faits pour respecter les délais, parce qu'il faut quand même tenir la peine de ces usagers. Et nous avons pris du temps pour choisir un partenaire sérieux. Et cette entreprise-là, je vous assure qu'elle a la capacité de le faire. Je pose la question parce qu'on a souvent vu beaucoup de projets qui ont des délais, on va dire, interminables. Oui, Arnaud, j'ai dit tout à l'heure, il faut aller lire dans ce projet. Il faut aller lire dans ce projet qu'est-ce qui a impacté. Voyez-vous une entreprise qui ne peut pas, du fait de la non-libération de l'emprise, parce que les concessionnaires n'ont pas déplacé les réseaux. L'État a le pouvoir, non? Vous n'allez pas mettre cela sous le coup de l'entreprise qui exécute les travaux. D'ailleurs même, dans ces conditions, nous payons toujours le prix. Parce qu'une entreprise qui a mobilisé son matériel, son personnel et ne parvient pas à travailler, elle le facture. Nous avons des indemnisations, nous avons plusieurs facteurs qui peuvent impacter en dehors de la capacité même de l'entreprise. Alors, on a parlé de la question des voies de contournement. Il y a 2 voies de contournement actuellement qui sont empruntées par les usagers de la route pour aller à Sanchou. Il y a le passage par Foucault et le passage par Fossong-Wantin et Fondonera. Est-ce qu'on a finalement arrêté une voie de contournement? Vous avez suivi dans le reportage que le passage n'était pas encore arrêté. Parce que généralement, une étude sera faite pour voir celle qui est optimale. L'objectif ici, c'est de permettre que les gens puissent joindre à partir de Tchang pour atteindre Sanchou dans un délai relativement court. Voilà, donc une étude bien sera menée. C'est bon, comme le projet lui-même a déjà commencé. Les équipes sont sur place, donc ils auront le temps de bien examiner quel est le passage qu'il faut pour pouvoir réaliser quelque chose de bien. Je sais que généralement, ça fait l'objet de discussions au niveau des populations, parce que chacun veut tirer le tissu de son côté, mais nous restons toujours objectifs, même si nous consultons les populations riveraines et les élus locaux. Alors, puisqu'on a lancé les travaux à la falaise déjà, vous avez dit 120 jours, est-ce que ça ne donne pas un désintérêt sur l'entretien des voies de contournement, par exemple?
Je ne pense pas que cela donne des intérêts. Si cela a été annoncé, cela sera fait. Mais le principal d'abord, avant de voir les connexes. Vous savez, dans nos projets même que nous faisons, nous ne disons pas toujours assez. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons conçu le corridor qui va de Bachenga à Tibati. Mais vous ne pouvez pas vous dire combien de kilomètres de routes ont été faits en projet connexe. La voirie de Tibati, la voirie de Ntui, la voirie de Yoko, la voirie de Tibati même à l'arrivée. Si vous faites l'addition, c'est plus de 50 km bitumés. Sans compter les voies de desserte des bassins de production agricole. Donc dire que le fait de faire le principal va annihiler le connexe, non. Ça, c'est dans nos objectifs, c'est dans nos priorités. Pour cette route-là spécifiquement que vous prenez en exemple, je suis un des témoins parce que j'ai eu l'occasion de faire une descente de terrain avec le ministère des Travaux publics. Mais je voudrais, parce qu'il y a ce discours... Et je voudrais vous préciser, c'est une route où on a fait des économies et fait plus de 30 km en plus. Parce que le projet initial était de Bachenga à Tibati. Mais nous avons continué jusqu'à Ngat. Parce que pour dire à ceux qui pensent que on ne fait jamais des économies, on fait toujours des avenants en plus, voilà un projet qui nous a permis de faire plus. Alors, je voudrais justement que vous nous aidiez à lever un pan de voile sur une question dont l'opinion se pose sans cesse. Au Cameroun, quel est le prix moyen d'un kilomètre de route? Vous savez, Arnaud, la route n'est pas comme le bic dans une boutique. Nous évitons toujours de les dire au risque d'être pris au mot. C'est pour ça qu'on parle Parce de prix que moyen. les gens sont toujours en train de croire qu'au Cameroun... Mais nous avons une émission une fois, il y a un expert qui n'est pas du ministère des Travaux publics, qui s'est prononcé et qui a donné les coûts. En Afrique centrale, nous n'étions pas les premiers. Ça, il faut le dire. Parce que dans un kilomètre de route, qu'est-ce qui rentre dedans? Ça peut varier d'une zone à une autre. Mais aujourd'hui, pour une route neuve, une route nationale, vous allez voir que le prix moyen de construction tourne autour de 800 millions de kilomètres. Le prix moyen voilà, de construction. Mais ça dépend. Si vous êtes dans une zone de montagne qu'il faut percer, cela aura un coût forcément. Les autoroutes, c'est un peu moins, c'est un peu plus cher. Les autoroutes, c'est beaucoup plus cher. Et je l'ai dit parce que aujourd'hui, notre autoroute est critiquée. Moi, j'aime toujours... On dit 1 milliard par kilomètre. C'est même plus de 1 milliard par kilomètre. C'est plus de 1 milliard par kilomètre. J'ai dit à quelqu'un, moi, j'étais l'autre au Congo. On a fait une voie express seulement entre Brazzaville et Pointe-Noire. Mais ils sont à 2 milliards 300 millions de kilomètres. La route coûte cher. Et les autoroutes encore plus. Quel type d'autoroute nous avons choisi pour notre pays? Parce que beaucoup de gens vont vous dire, ah, moi j'étais dans tel pays, j'ai vu une autoroute. Est-ce que c'est la même chose comme la nôtre? Et j'aimerais quiconque au défi d'amener la même infrastructure et nous allons discuter en technicien, nous allons voir si nous sommes plus chers que les autres. Il y a vous que dans notre pays, nous sommes à 8 milliards de kilomètres, à 10 milliards. Ça dépend aussi du niveau de développement du pays. Alors, Michel Innocent Djobé, il y a ce discours du président de la République le 31 décembre dernier. Il a accordé une part importante à votre département ministériel, interprété en le mettant pas à votre faveur. Avant, il y a eu le délégué général à la Sûreté nationale qui tensait le ministère des Travaux publics après un voyage découverte entre guillemets, de cet état dégradé de la route Yaoundé jusqu'à Moutenguene. Comment vous avez accueilli toutes ces critiques-là? Nous sommes ouverts à la critique. Nous ne sommes pas là pour dire que tout ce que nous faisons est bien, ou bien l'état du réseau routier est bien. Ça, nous ne le disons pas. Je vous dis, Yaoundé-Douala a été mise en service en 85, 86. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 40 ans, pour une durée de vie de 15 ans. Donc c'est une route qui est fatiguée. Vous faites, ça devient comme un vieux tissu que vous voulez raccommoder. Je crois que nos mamans connaissent cela. Vous mettez l'épingle, vous mettez les guilles, ça se déchire davantage.
Mais qui doit, ça trouver, ne veut pas qui dire doit que trouver la solution? C'est vous? La solution, c'est nous. Et je vous dis, actuellement, aller sur cette route, ce n'est plus la même chose. C'est pourquoi nous avons mis en place un concept d'entretien confortatif, en nous disant, d'ici à la reconstruire, il faut faire quelque chose pour permettre à nos concitoyens de continuer à circuler en toute sécurité. Pas de manière confortable, ça je l'avoue. Parce que lorsque nous faisons le traitement des nids de poules, vous voyez comment nous rafistolons en posant par-ci, par-là. Lorsque vous roulez dessus, vous n'aurez pas le confort, comme si vous êtes sur Yaoundé Bafoussam aujourd'hui. Quand vous êtes sur Bafoussam, ça veut dire que c'est comme si vous glissez. Mais nous bouchons le nid de poule pour vous permettre, tout au moins, d'aller en sachant que vous n'allez pas casser votre véhicule dans un trou et autres, ou bien risquer un accident parce que vous voulez éviter un trou. Actuellement, c'est la situation. La route est circulable. Alors, quels sont les axes que vous avez choisis prioritairement pour ces entretiens confortatifs? Vous avez Yaoundé, Douala. Vous avez Douala, Bafoussam, Douala, Banjoun. Vous avez Edé Akribi. Vous avez la nationale 10. Yaoundé, Ayos, Bonis. Vous avez la section de la nationale 1 qui va de Bonis jusqu'à Garoua-Boulaye. Voilà les routes que nous avons. Vous avez aujourd'hui, ça c'était le problème de 2024, vous avez Fumbot, Fumban, où nous avons également constaté que la chaussée est déjà fatiguée. Et pour cette année 2025, nous avons Bolova, Ambam. Alors ça, c'est des travaux qui ont nécessité une stratégie spécifique pour accélérer un peu les travaux de réhabilitation en attendant la construction comme vous l'avez dit. En attendant la reconstruction, en fait, l'entretien confortatif, c'est quoi? C'est qu'on mélange l'entretien courant et un peu de réhabilitation. L'entretien courant en fermant les nids de poules là où c'est encore possible et un peu de réhabilitation sur des sections où on ne peut plus. Parce qu'il y a des sections qui atteignent un niveau où vous ne pouvez plus bouger. Vous fermez là, ça s'ouvre le lendemain. Alors comment vous faites pour concilier dans ce genre des travaux d'urgence comme ceux-là, pour concilier les travaux, l'urgence des travaux et la qualité? Non, la qualité est de mise. Ceux qui exécutent ces travaux le font dans le respect des règles, dans le respect des prescriptions techniques. C'est pourquoi, évidemment, lorsque le délégué général de l'État national s'est plaint, nous étions en train de faire des études pour maîtriser et bien appréhender des zones qui nécessitaient une réhabilitation, là où il fallait boucher les nids de poules. Parce que le marché était déjà attribué, mais nous ne pouvons pas nous l'en... Et en même temps, il y avait la saison pluvieuse qui battait son plein. Voilà. Mais quand ça monte des critiques, parce qu'avant lui, il y a eu le député Mathurin Bindoua de Saint-Mélima, qui tensait également le ministère des Travaux publics. Il y a eu le DGSN. Le président de la République, au cours de son discours, a même relevé cela. Est-ce que quand ça monte comme cela, vous ne vous dites pas, il faut revoir la stratégie? Peut-être nous ne donnons pas satisfaction à ceux pour qui nous travaillons. La stratégie, elle est, je vous dis qu'aujourd'hui, vous le dites si bien, mais n'oubliez pas que le chef de l'État, dans l'un de ses discours, a lui-même reconnu que le problème de la route restait le financement. Et on travaille pour remédier. Vous pouvez, et on travaille pour y remédier. Lui-même, il a annoncé le fonds routier. Alors l'autre chose que l'opinion ne connaît pas, c'est que souvent on pointe du doigt le ministère des Travaux publics face à certaines routes urbaines qui présentent un état de dégradation avancée. Comment expliquez-vous cette situation, le fait qu'on confonde parfois les rôles à la fois du ministère des Travaux publics et le ministère du Développement urbain et de l'Habitat? Qui fait quoi? Il faut remonter dans les organigrammes ministériels. Vous allez voir que le ministère Habitat et Développement urbain, donc le ministère de l'Habitat reste dans les villes. Et le ministère des Travaux publics est une administration pour les routes interurbaines. Et évidemment, comme beaucoup de nos citoyens vivent, généralement, comme ça renvoie au même type de travaux, on croit toujours voir le ministère des Travaux publics, même lorsque ce n'est pas lui qui en est compétent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une coordination gouvernementale de sorte à faire que chacun joue son rôle ou que chacun assume ses échecs? Parce qu'il faut dire que généralement, vous prenez des coups
qui sont... Non, mais attendez, vous voulez que nous disions quoi? Ce n'est pas un problème de coordination gouvernementale, c'est un problème d'information de nos concitoyens. Et dire que le ministre des Travaux publics n'a pas fait ceci à Mvogada, bon, vous allez le dire, mais ceux qui font la coordination gouvernementale savent que ce n'est pas le ministre des Travaux publics. Ça, c'est sûr. Alors, ça, ce n'est pas un problème de coordination gouvernementale à ce niveau-là. C'est un problème d'éducation des masses. C'est un problème d'éducation et c'est un problème... Et nous vous prenons également qu'au niveau de la presse... C'est pour ça que nous vous invitons à expliquer. Que vous jouez pleinement ce rôle, parce que vous avez la chance d'exploiter beaucoup de documents pour pouvoir informer nos populations sur qui fait quoi. Je vous ai dit maintenant que dans la catégorisation, dans la classification routière, il y a une décentralisation avec les conseils régionaux et les communes. Et les communes. Alors, il y a la question de décentralisation qui aujourd'hui avait le transfert de compétences et justement le conseil régional et les mairies, comme vous le dites, attendent généralement le transfert de compétences pour agir. Est-ce que le ministère des Travaux publics fait sa part? Nous faisons notre part depuis, vous pouvez le demander, hein. Le ministère des Travaux publics est un bel exemple en matière de décentralisation. Quelques chiffres? Parce que nous envoyons, je ne peux pas vous donner, mais je crois qu'en 2024, c'était plus de 13 milliards qui allaient au niveau des communes, plus de 10 milliards au niveau des régions. Ça, je ne suis pas, donne pas le chiffre de façon exacte. Mais nous avons la particularité de transférer la ressource sans orientation. C'est-à-dire nous mettons les élus locaux devant leurs responsabilités. Alors, pour l'année 2025, quels sont les plus grands défis du ministère des Travaux publics en matière de routes et de construction d'ouvrages d'art? Vous savez, aujourd'hui, nous devons faire démarrer notre projet emblématique, la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. Nous sommes en train de travailler dessus. Nous avons des hautes orientations là-dessus. Et c'est un grand défi pour nous. Vous avez tout à l'heure parlé de la route de Bolova à Comdé, qui doit démarrer. Vous avez la route Oluno-Ovin qui a démarré, mais qui doit atteindre quand même une vitesse de croisière en 2025. Vous avez toute cette reconstruction de la partie septentrionale, Ngaoundéré, Garoua, qu'il faut lancer. Nous sommes en train de lancer bientôt également tout ce qu'il y a là-bas, Magada, Yagua, Maroua, Magada, et reprendre la reconstruction de Moura, Dabanga, Koussiri. Voilà les grands défis que je peux vous donner comme cela. Nous avons des ouvrages. Il y a un pont qui est en train d'être construit à Malombo, qui doit pouvoir avancer. Il y a le pont de N'Chayang ici à côté, qui a fait l'objet de fait couler beaucoup d'encre de salive, qui doit démarrer. Donc voilà à peu près quelques axes que je peux vous... Alors, vous avez parlé de l'autoroute tout à l'heure. La première phase a pris plus d'une décennie. On sait qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Est-ce que la deuxième phase, vous avez travaillé à corriger ces difficultés-là? Nous tirons les enseignements de la première pour améliorer à la deuxième. Ça, je peux vous assurer. Et même à la première, allez voir, je vous ai dit tout à l'heure, quel est le temps réel mis pour la construction. Vous allez voir que ce n'était pas toujours un problème technique, des problèmes techniques qui gênaient bien la capacité de l'entreprise. Comme c'est le même partenaire, maîtrisant déjà aussi le milieu, nous pensons que nous allons mieux faire à cette phase 2. Parce que nous le reconnaissons, la phase 1, c'est la première fois qu'on parle d'autoroute au Cameroun. Et comme tout enfant qui apprend à marcher, ce n'était pas facile. Il peut tomber. Ce n'était pas facile. Alors, pour la deuxième phase, est-ce que vous pouvez nous donner quelques caractéristiques? Est-ce que les financements sont déjà là? Quelles seront les caractéristiques principales? C'est la même voie, hein, c'est les mêmes caractéristiques sur le plan de profil en travers que la première phase. Nous continuons le même couloir, une plateforme de 33,50 mètres. Et la caractéristique principale de la phase 2, c'est des grands ouvrages. Vous savez, nous allons traverser le pont sur la Sanaga, nous avons le pont sur la Dibamba, donc nous avons à peu près 5 grands ouvrages que nous allons construire dans cette phase-là. Les populations d'Akom 2, des Bolova, de Crébi qui nous regardent, vous pouvez leur dire que les travaux
de la route commence à peu près quand? Vous savez qu'elles sont témoins. Je sais que ces compatriotes de cette partie de territoire, à un moment, ne croyaient plus. Mais je crois qu'en 2024, ils ont quand même vu des mouvements qu'il y a sur le terrain. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons achevé les études d'exécution. C'est-à-dire, si aujourd'hui, avec nos partenaires, nous avons levé les contraintes environnementales, le mois qui suit, les travaux démarrent. Parce que l'entreprise est là, la mission de contrôle est là, elles ont fait toutes les études que vous pouvez imaginer. C'est ça l'avantage, au moins pour ce projet, c'est qu'aujourd'hui, nous connaissons ce qu'il y a à faire. Mais les partenaires, avec eux, nous avons élaboré le chronogramme. Normalement, à la fin de ce mois, devrait intervenir la signature de la convention. Et après la signature, les travaux démarrent. Les travaux démarrent. Démarrent tout de suite après. Avril, on démarre. Maintenant, comme je vous dis, nous sommes avec des partenaires où on peut avoir des glissements parce que c'est des agendas que nous ne maîtrisons pas. Nous avons achevé tout ce qu'il fallait faire, qui s'est confié à un cabinet d'audit international sur le plan environnemental. C'est de ce cabinet que nous sommes en train d'attendre déjà la validation. Et après sa validation, il y a les délais pour le bailleur de publication pour s'assurer qu'il n'y a pas un pygmée dans la zone qui va se plaindre ou bien une ONG qui va dénoncer quelque chose. Et moi, aujourd'hui, je peux me dire qu'en juin, nous pouvons démarrer. Démarrer les travaux. Alors, vous avez parlé de cette collaboration qui existe entre le ministère des Travaux publics, les conseils régionaux et les collectivités territoriales décentralisées du plus bas niveau, c'est-à-dire les mairies. Vous collaborez comment? Est-ce qu'il y a... Parce que ce qui compte aussi, c'est l'expertise technique, même dans l'entretien des routes rurales. Comment vous collaborez? Le ministère des Travaux publics a porté son expertise technique à travers son personnel. Généralement, ce sont nos personnels au niveau des concentrés qui maturent leurs projets, qui les accompagnent jusqu'à l'attribution des marchés et qui assurent le contrôle comme ingénieur du marché. Alors, les conditions climatiques et les usages inappropriés des infrastructures sont souvent cités comme des facteurs de dégradation. Comment le ministère intègre-t-il ces variables dans la planification de l'entretien routier? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des planifications de sensibilisation sur l'utilisation de la route? Est-ce que vous travaillez avec la météorologie pour connaître ou pour choisir les matériaux? Je vous dis déjà que pour faire la construction routière, on tient compte de toutes ces données-là. Les données de pluviométrie et autres. Mais comme vous dites, les variations aujourd'hui ne sont même pas encore maîtrisées, même au niveau de la météo. Le monde encore subit les variations. Ce n'est pas seulement l'effet du Cameroun. Si vous suivez dans le monde entier, tout le monde subit encore les variations. Nous les prenons en compte lorsque nous consommons. Et même lorsqu'il faut entretenir, il faut tenir compte de la variation pour redimensionner les ouvrages hydrauliques. Parce qu'en réalité, s'abîmer. Maintenant, au niveau de nos compatriotes, cela reste un tendon d'Achille vraiment. Là, nous n'avons pas encore bien exploré ce côté, mais je pense qu'il faudra qu'on revoie dans nos programmes de formation, dans nos programmes d'éducation scolaire. Parce que, je l'ai dit, la route est un bien pour nous tous. C'est un patrimoine commun et nous devons le protéger nous-mêmes. Parce que ce sont nos impôts qui financent la route. Oui, bien sûr, vous le dites, parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui pensent que le Cameroun ne finance pas les routes, parce qu'il fait recours aux partenaires techniques, aux financiers. Non. Un emprunt est remboursé. Ce ne sont pas des dons. Et pour le rembourser, ce sont nos impôts. Il faudrait donc que nos compatriotes comprennent que lorsqu'on a construit une route, il faut la préserver, parce que c'est un investissement qui coûte cher. Je disais ce matin quelque part, voyez l'entrée est de Douala. Je crois que vous comprenez de quoi je parle. Bien sûr. Allez regarder ce qui se passe là-bas. Tous ces ouvrages qui ont été construits, tous les jardins qui ont été mis en place pour faire la beauté aussi de la capitale ont été vandalisés. Allez aujourd'hui sur l'autoroute là, que ce soit Yaoundé-Simalène, que ce soit Yaoundé-Bibodi, allez voir. Il y a certains qui vont démonter les glissières de sécurité. Aujourd'hui, tous les câbles de communication sont sectionnés, sont vandalisés. C'est chacun qui veut
Et pour entrer chez lui, ouvrir, fermer le caniveau. Et ça, c'est les gestes les plus simples. Quand vous entrez chez vous, Arnaud, ne bouchez pas le caniveau. Ne bouchez pas le caniveau. Dès que vous l'avez bouché, les eaux n'iront plus là où elles doivent aller. C'est la route qui va subir. Michel Innocent Bemgombe, on est arrivé pratiquement au terme de cette émission, mais je voudrais que vous regardiez la caméra et que vous parliez à ceux qui en veulent au ministère des Travaux publics quant à l'état trop dégradé de nos routes aujourd'hui. Que leur dites-vous? Non, je dirais tout simplement à nos compatriotes, c'est une conjoncture, voilà, c'est une conjoncture que nous vivons, hein, c'est une conjoncture qui ne dépend pas toujours du seul ministère des Travaux publics. Mais à notre niveau, nous ne dormons pas, nous sommes conscients des difficultés de nos compatriotes et nous faisons des efforts qui sont à notre portée pour améliorer cet état de choses. Et surtout, nous sommes ouverts avec nos compatriotes pour des discussions sereines, pour des discussions saines. Vous venez voir dans quelles conditions nous travaillons. Le ministre des Travaux publics ne dort pas. Ah, oui. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il est sur le terrain tous les jours. C'est pour trouver des solutions au problème du réseau routier. C'est pour dire que nous tous, moi-même également, je suis quelque part dans mon village. Ce n'est pas parce que je suis des investissements routiers, je n'ai pas de bitume chez moi. Donc vous pouvez imaginer. Alors, on espère avec vous qu'on a pu mesurer l'ampleur des défis auxquels notre nation est confrontée en matière d'infrastructures routières, avec un réseau qui s'étend sur un peu plus de 121 000 km, dont moins de 10% sont bitumés, et des besoins d'entretien estimés à 800 milliards de francs CFA. Ces chiffres illustrent la nécessité impérieuse d'une mobilisation accrue des ressources et d'une gestion efficiente pour améliorer la qualité de route. Monsieur le directeur, merci d'être venu échanger avec nous dans le cadre de cette émission La Rétro. Merci Arnaud, et je profite de l'occasion pour dire merci à ma hiérarchie qui a bien autorisé que je puisse venir entretenir nos compatriotes sur nos problématiques. Et je vous dis que nous sommes toujours disposés. Nous avons une cellule de la communication qui fait suffisamment ce qu'il faut pour que nous ayons l'information à temps. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à la grande équipe technique coordonnée par Thierry Camto. À dimanche pour une autre émission, un autre invité, une autre thématique.